Jour et nuit, Maggie pria pour qu'Ainsley parvienne à vaincre la maladie. Elle connut des moments de grande frayeur, des instants d'extrême détresse lorsque, entre la vie et la mort, le corps de l'enfant semblait près de succomber aux poussées de fièvre. Puis survint enfin le jour béni, cette soirée pluvieuse, si ressemblante aux soirées d'Écosse, où la fièvre tomba brusquement. Quand ce fut terminé, quand le danger fut passé, Maggie apparut au chevet de la petite fille, toute de soie vêtue, accompagnée de ses enfants, de Maud et de Molly, infiniment soulagés. La maladie nous vient au triple galop, mais ne repart qu'à pied, cita Maud. Est-ce qu'Ainsley est morte s'inquiéta Barry. Non, ma biche, elle ne mourra pas. Au contraire, elle ira de mieux en mieux. Si elle n'est pas morte, pourquoi maman pleure-t-elle alors? Ce sont des larmes de bonheur, expliqua Maud. Votre maman pleure de joie. Elle ne semble pas très heureuse, grommela Fletcher avec un regard aigu pour sa mère. Elle l'est, tu peux me croire, insista la gouvernante en entraînant les deux enfants hors de la pièce. Il est l'heure d'aller se coucher, à présent. Vous n'avez pas eu votre leçon d'aujourd'hui, mais soyez certains l'un et l'autre que cela ne se reproduira plus. Vous voulez dire que nous allons reprendre les cours dès demain? Demanda Fletcher horrifié. Précisément. Lecture et dictée ne sauraient attendre. As-tu fini de lire le livre de James Thompson que je t'ai confié, s'enquit la gouvernante? Silence gêné. Et as-tu appris, comme je te l'ai demandé, les strophes des saisons? Comme il ne répondait toujours pas, elle lui tira doucement l'oreille. L'enfant poussa un petit cri. Et qu'en est-il de tes tables de multiplication? Les as-tu apprises? Oui, mais je ne m'en souviens plus. Elle fronça les sourcils. Tu as décidément le don d'apprendre sans jamais rien retenir, gronda-t-elle. Tout en conduisant Fletcher à sa chambre, la gouvernante se tourna vers la fillette. À quoi donc ton frère passait-il son temps, pendant que votre sœur était malade? Il s'amusait, répondit candidement Barry. Ah, la belle éducation que voilà, que de passer son temps à jouer. Eh bien, mon bonhomme, la fête est terminée. Dès demain, tu resteras dans ta chambre, le nez dans tes livres. Et Barry, que fera-t-elle pendant ce temps? Protesta le gamin. La même chose, répondit Maud en échangeant un clin d'œil avec la fillette. Assurée qu'Ainsley était sur la voie de la guérison, Maggie éprouva l'envie soudaine de sortir, de se libérer de la tension accumulée au fil des semaines. Folle de joie, elle traversa l'étage en trombe, descendit jusqu'au hall et franchissant la porte ouverte, emplit ses poumons de senteurs de terre mouillée. Puis, courant sous l'averse, elle alla jusqu'au milieu du pré et se mit à tournoyer sur elle-même, bras écartés, le visage offert au crépitement de la pluie, sans se soucier de ses vêtements trempés. « Merci, mon Dieu !» cria-t-elle. « J'avais grand besoin de votre secours. » Et elle se mit à virevolter de plus en plus vite, avec de grands éclats de rire. Debout à l'abri du porche, Maud et Molly l'observaient échangeant des regards mi-amusés, mi-étonnés. La cuisinière commenta avec son flegme coutumier. « Quelle importance! Après tout, si ça peut la soulager des épreuves qu'elle a endurées. » Maud, elle contemplait sa maîtresse d'un œil stupéfait, peu habituée à la voir se livrer à de tels débordements. C'est qu'elle va finir trempée comme une soupe. Les deux femmes hochèrent la tête d'un air entendu. Puis, voyant apparaître Adrian et sa monture, décidèrent de rentrer dans la maison. Le jeune homme arrêta son cheval devant Maggie qui, l'apercevant, interrompit sa sarabande. Il se tenait droit sur sa selle, la main gauche qui tenait les rênes, appuyée sur le pommeau, la droite pendant le long de sa jambe, des filets d'eau ruisselaient du bord de son chapeau, sur son vêtement de pluie. Il observa son épouse quelques secondes, puis lui sourit. « Vous feriez mieux de rentrer, lui dit-il, sinon on finira par croire que vous avez perdu l'esprit. » Écartant une mèche de cheveux mouillés, elle s'écria ivre de bonheur. Si une Écossaise devait se mettre à l'abri chaque fois qu'il pleut, elle ne sortirait jamais de chez elle. Adrian éclata de rire. « Voulez-vous que je me joigne à vous ?» proposa-t-il. « Non, merci, vous risqueriez de passer pour un fou, vous aussi. » Le jeune homme acquiesça et poussa sa monture jusqu'aux écuries. Ayant mis pied à terre, il expédia dans sa stalle d'une tape sur la croupe. « Merci, mon Dieu, merci, » murmurait Maggie, les yeux fermés. Toute à sa fantaisie, elle perdit l'équilibre, tituba un instant, puis bascula face contre terre, dans la boue. Alors, roulant sur le dos, elle écarta les bras et les jambes, et souriant au ciel, laissa la pluie laver son visage. Au cours des jours qui suivirent, non seulement Ainsley retrouva l'appétit, mais aussi ses couleurs. Tout cela pour le plus grand bonheur de Maggie. Mais il lui manquait une chose, la parole. Depuis le début de sa convalescence,
l'enfant n'avait pas dit un seul mot, tout comme après la mort de son père. Au début, Maggie se dit que ce serait temporaire, que la parole lui reviendrait peu à peu. Mais Ainsley persistait dans son mutisme. Pour réclamer quelque chose, elle se bornait à désigner l'objet du doigt. Et si sa mère lui demandait pourquoi elle refusait de parler, l'enfant la fixait d'un œil vide, puis détournait la tête. Elle en discutait longuement avec Maud et Molly, chacune redoublant d'imagination pour trouver l'astuce qui décellerait ses lèvres. Elle allait jusqu'à feindre de ne pas comprendre ce qu'elle voulait, mais dans ce cas, soit Ainsley se tournait vers Barry, soit elle y renonçait. À croire que cette pauvre petite préférerait se laisser mourir de faim plutôt que de demander un crouton de pain, observa Maud. Oui, acquiesça Maggie, elle n'en serait fort capable. J'ai déjà vu des cas semblables, déclara Molly. Je connais une fillette qui est restée 10 ans sans dire un seul mot, après que sa famille a péri dans un incendie. Et puis un jour, allez savoir pourquoi elle s'est remise à parler. Nul doute que c'est la tragédie qui a frappé sa famille qui en était la cause. En effet, approuva Molly. Ma pauvre Ainsley a vécu bien des tragédies, elle aussi. Quand son père est mort, elle est restée longtemps sans parler, et même après, elle n'était pas très loquace. Peut-être le fait d'avoir frôlé la mort a de quelque façon affecté son esprit. Tout à fait, acquiesça Maud. Pour peu que dans son délire, elle se soit sentie mourir, il est possible que le souvenir de son père dans son cercueil soit revenu la hanter. À ces mots, Maggie eut l'impression que le sang se retirait de son visage. Il est vrai que cette vision avait bouleversé Ainsley. La jeune femme n'oublierait jamais la lividité de ses joues, ses yeux exorbités d'horreur, démesurément grands. Elle se rappelait les affres qu'elle-même avait vécues, jusqu'au jour où l'enfant avait recouvré l'usage de la parole. Ce soir-là, avant de la coucher, Maggie berça longuement la petite fille assise sur un rocking-chair près de la fenêtre de sa chambre, serrant sa poupée de chiffon contre sa poitrine. Ainsley somnolait en suçant son pouce. Quand sa main retomba, Maggie comprit qu'elle s'était endormie. Comme elle l'installait dans son lit, Maud entra dans la chambre en marchant sur la pointe des pieds. « Gardez courage, madame » lui chuchota la gouvernante en refermant doucement la porte. « Et n'oubliez pas ce qu'a dit Adam Lindsay, Gordon, sur la vanité de la vie. » Maggie observa la femme d'un air troublé puis acquiesça en soupirant longuement. « C'est vrai, voilà longtemps que je n'y avais pas songé. La vie n'est qu'écume et vanité, ne subsiste pour garder la foi, pour autrui la bonté, et le courage pour toi. » Le courage. Il fallait en avoir, alors que sa fille était cloîtrée dans son mutisme. Malgré sa tristesse, Maggie consacrait à Ainsley de longues heures en lecture et en chansons, lui racontant les histoires qu'elle aimait. Quelquefois, Ainsley applaudissait et avait même de petits fous rires quand sa mère parvenait à la dérider. La vivacité d'esprit dont la fillette faisait preuve, sans même s'exprimer, laissait place à toutes les espérances. Parfois, elle affichait un visage grave et posé. Parfois aussi, Maggie croyait distinguer une lueur de malice dans l'outre-mer de ses yeux. Mais ce qui la tourmentait surtout, c'est qu'Ainsley ne semblait guère troublé par le mutisme dans lequel il s'était installé. « Vous faites trop d'efforts, lui répétait souvent Molly. Elle ne reparlera que lorsque certaines notions auront trouvé leur place dans son esprit. D'ici là, tâchez de vous montrer patiente et cessez de vous épuiser à vouloir à tout prix lui soutirer un mot. » Maggie souscrivait à cette idée, n'empêche que le temps passant, elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. « La terre ne porte de mots que le ciel ne sait guérir, » lui dit Maud un soir. Ce soir-là, Maggie était rongée de doutes. À l'angoisse de voir sa fille persister dans son silence s'ajoutait celle suscitée par sa relation avec Adrian et son incertitude sur ce qu'il adviendrait d'elle et de ses enfants. Lorsque vint la nuit, elle se mit au lit en libérant un long soupir. Il lui fallut attendre longtemps avant que son esprit, affranchi de ses préoccupations journalières, sombrât dans une sorte d'engourdissement où le chaos, la confusion, les désillusions de son existence lui semblaient étrangement lointains. Elle ferma les paupières pour s'abîmer enfin dans un sommeil sans rêve. Les jours qui suivirent la guérison d'Ainsley, Adrian s'employait à rester un peu à l'écart de Maggie. Il faut dire que la proximité des enfants lui donnait l'impression d'être toujours gauche et importun. En leur présence, il ne savait que dire ni que faire. Une fois, une discussion animée eut lieu entre Barry et Fletcher quant à savoir lequel des deux était le préféré d'Israël. Diplomate, l'animal demeura parfaitement neutre, en retrait. Finalement incapable de l'emporter par les arguments, Fletcher détala en entraînant le chien avec lui, abandonnant sur place sa jeune sœur éplorée.
Adrian, qui avait assisté à la scène, en eut le cœur serré. Les mains dans les poches, il observa Barry, sa chevelure rousse agitée par le vent. Il écoutait pleurer, incapable de trouver les mots pour la consoler. Pourtant, comme les pleurs de la petite fille ne cessaient pas, il lui suggéra de battre Fletcher à son propre jeu. « Je ne sais pas comment faire, » sanglota-t-elle. « Il court plus vite que moi. »« Garde un biscuit dans ta poche, » lui dit-il, « et quand ton frère voudra s'enfuir avec le chien, montre ton biscuit. Israël n'y résistera pas. À présent, sèche tes larmes, ajouta-t-il en lui tendant un mouchoir. La prochaine fois, c'est toi qui l'emporteras. Ainsi tu pourras pardonner à ton frère de t'avoir abandonné. »« Non, » décréta Barry en essuyant ses yeux. « Je ne peux pas lui pardonner. »« Si, tu le peux. Ce n'est pas si difficile, il suffit de le dire. Allons, dis que tu pardonnes à ton frère et que tu as déjà tout oublié. » Mais l'enfant ne répondait pas, se bornant à lui opposer un menton têtu. « Allons, » insista-t-il presque câlin. « Je pardonne et j'oublie, » murmura-t-elle enfin. Puis, comme Adrian se détournait, « mais je me rappelle quand même. » Il s'éloigna en esquissant un sourire. « J'ai de la peine pour Barry, » annonça-t-il un jour à Molly. La cuisinière, qui passait les étagères de la cuisine au vinaigre, relâcha son chiffon consterné. « Comment cela de la peine pour Barry ?»« Oubliez ce que je viens de dire, » grommela le jeune homme avec un haussement d'épaule. « Pourquoi seriez-vous peiné pour Barry et pas pour les autres ?» insista Molly. « Parce qu'elle est entre les deux. Si cela peut vous rassurer, c'est aussi le sentiment que j'ai éprouvé. Mais Maud m'a ouvert les yeux. Elle m'a expliqué que j'avais tort, que c'était plutôt les personnes qu'elle approchait qui étaient à plaindre. Car c'est une sacrée chipie, sous ses dehors fragiles. » Après ces éclaircissements, Adrien observa la fillette d'un œil plus attentif, et il ne lui fallut pas longtemps pour se rendre compte que Maud avait raison. Un après-midi, il tomba sur le frère et la sœur, dans les écuries. À peine entré, il entendit des voix des hauts perchés s'élevant d'une stalle. Jetant un coup d'œil par-dessus la cloison, il vit Fletcher tressant une lanière de cuir sous l'œil de Barry, qui était en train de caresser un chat. Il observa un moment le garçon qui, la tresse ne présentant pas l'aspect désiré, manifestait quelques signes d'impatience. Sacré nom de Dieu! Reposant le chat sur le sol, Barry se leva alors d'un bond outré. « Fletcher Ramsay, que dirait notre Seigneur Jésus, s'il t'entendait ?» Il lui donna une petite tape sur l'épaule et tourna les talons, laissant son frère abasourdi et honteux. Pas accoutumé aux enfants, Adrien était chaque fois désarçonné par la pléthore de questions qui leur venaient aux lèvres, à propos de tout et de rien. Les plus fréquentes étaient qui, quoi, quand, comment, pourquoi. Seul Ainsley se tenait tranquille. Adrien s'avisa soudain qu'il ne l'avait encore entendu prononcer un seul mot. Il y réfléchit quelques instants, puis décida que c'était par timidité. « Dieu sait que les enfants sont des créatures bruyantes, » se disait-il. Pour un oui ou pour un non, ça monte et descend l'escalier en poussant des cris aigus, quand ce n'est pas à califourchon sur la rampe, au risque de se rompre le cou. Ça court à travers la maison en claquant les portes, et les réprimander ne sert absolument à rien. Même Israël, pourtant placide, avait fini par se dissiper à leur contact. Jamais encore Adrien ne l'avait vu folâtrer en Japon dans la maison, pas plus qu'il ne l'avait vu déchiqueter Abel dans les coussins du salon. Pour peu qu'il élevât le ton ou proférait quelques vagues menaces, Barry dardait sur lui son grand œil de porcelaine qui valait tous les reproches. Quant à Fletcher, il paraissait s'incliner et s'éclipser discrètement, sauf que 5 minutes plus tard, il recommençait ses bêtises. Cependant, en toute honnêteté, force lui était d'admettre qu'il y avait des moments où il appréciait leur présence. Une discussion était en cours dans la bibliothèque entre Barry et Fletcher, à qui Maud avait demandé de situer l'Égypte sur le globe terrestre installé près du bureau. Adrien, qui passait par là, s'immobilisa pour tendre l'oreille. « Qu'est-ce que c'est au juste, l'instruction ?» demandait Barry. « C'est ce qui est écrit dans les livres, » expliqua Fletcher. « Si c'est déjà écrit dans les livres, à quoi ça sert d'en avoir ?»« Parce que maman et Maud ont dit qu'il le fallait. »« Pourquoi ?»« Pour ne pas rester ignorant. » « Qu'est-ce que c'est un ignorant ?»« C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qui est écrit dans les livres. » Barry eut l'air de s'accorder un instant de réflexion pour décider. « Alors je préfère rester ignorant, c'est plus amusant. » Nouveau silence. « Crois-tu que M. Mackinnon a lu tous ces livres ?» reprit Fletcher. « Non. Alors pourquoi les a-t-il achetés ? » « Pour faire croire qu'il les a lus et pour avoir l'air intelligent. » Le garçon eut un hoquet de surprise. « Mais il est intelligent. » « Non, il essaie de le faire croire, mais ce n'est pas la vérité. » Adrien s'éloigna en réprimant un jurant. Effectivement, c'était une véritable chipie.
Cet après-midi-là, il entra dans la cuisine pour y découvrir Maud, penchée sur un tube où, parmi la mousse et les bulles de savon, émergeait seulement une tignasse rousse. L'instant suivant apparut un visage souriant, criblé de taches de rousseur. « Ça suffit, assez joué, ou tu finiras par te noyer et tu ne pourras plus aller faire des pattes dans le sable. Alors, sors ce tube à présent. Est-ce que vous ne pouvez pas attendre que mes doigts soient tout ratatinés ?»« C'est ma patience qui est en train de se ratatiner, gronda la gouvernante. Enveloppée dans une serviette, la fillette alla d'un pas résolu jusqu'à la porte indignée, car Fletcher était resté, selon elle, plus longtemps dans son bain. « Allez vous habiller, petit monstre, lança la gouvernante alors que le frère et la sœur quittaient la pièce. En temps ordinaire, il était déjà difficile de contenir les enfants, mais ça l'était plus encore lorsqu'ils étaient en compagnie de leur mère. De sa vie, Adrien n'avait jamais assisté à autant de cajoleries, d'embrassades, d'étreintes et de caresses. Il n'avait jamais vu Maggie telle qu'elle lui apparaissait aujourd'hui, taquine, espiègle, enjouée et même facétieuse. Cela éveillait chez lui une étrange impression de vide, un sentiment de colère, de jalousie et d'envie. Mais pire encore, chaque fois qu'on tentait de l'intégrer au cercle familial, il se sentait menacé et fouillé. Penché sur ses livres de contes, le soir venu, Adrien perçut soudain une présence dans la pièce. C'était Barry qui, en chemise de nuit, sa poupée de chiffon sous le bras, le regardait de ses grands yeux. « Qu'est-ce que tu veux » bougonna-t-il. « J'allais dire mes prières et j'aurais voulu savoir. » Comme elle ne semblait pas vouloir poursuivre, Adrien lança avec humeur. « Quoi? Que voulais-tu savoir ?»« Je voulais savoir si vous aimeriez que je fasse un vœu pour vous. »« Je dis mes prières moi-même, merci. »« Vous dites vos prières, vous ?»« Bien sûr que je dis mes prières, je ne suis pas un mécréant. »« Et vous allez à l'église ?»« Nous n'avons pas d'église ici, mais ça ne signifie pas que je n'ai pas lu la Bible. »« À présent, va te coucher, » conclut le jeune homme en se replongeant dans ses chiffres. L'enfant plissa les yeux. « Saviez-vous le prénom de la mère de Jésus ?» Alayhi salam. « Au moins. »« Naturellement que je le sais, répliqua-t-il en reposant bruyamment son crayon. « Vas-tu aller te coucher, ou bien faut-il que j'appelle Maud ? Elle prend son bain. Pourquoi ne vas-tu pas retrouver ta mère alors ? Elle m'attend dans la chambre de Fletcher pour dire nos prières. Voulez-vous venir dire vos prières avec nous ? Non, je ne veux pas. Pourquoi ? Parce que vous ne savez pas le prénom de la mère de Jésus ? Alayhi salam. Prenant appui sur ses mains, Adrien se redressa. « Je sais le prénom de la mère de Jésus, » rugit-il. La fillette lui adressa un regard sceptique, laissant entendre que même s'il disait vrai, il lui restait encore bien des choses à apprendre. Au bord de la colère, Adrien poussa un soupir résigné. « Très bien, si je te dis le prénom de la mère de Jésus, me laisseras-tu travailler ?»« Oui. » « Eh bien, la mère de Jésus s'appelait Marie. À présent, laisse-moi travailler. Marie, ce n'est pas son prénom, c'est son nom de famille. » Elle n'avait pas de nom de famille. Elle s'appelait Marie tout court. Marie, vociféra Adrien, rouge comme une pivoine. Image même de la patience. Barry ne bougeait pas d'un pouce. Elle n'avait que 7 ans et elle ressemblait déjà ô combien à sa mère. Dieu du ciel, qu'est-ce que cela serait dans quelques années? Adrien soupira. Puis il alla se camper devant la gamine, bras croisés. Très bien, dis-le, toi, puisque tu es si forte, le prénom de la mère de Jésus. Alayhi salam. La fillette esquissa un sourire malicieux. Vierge, elle s'appelait Vierge Marie. Dehors, allez, oust, dehors, éructa Adrien. Barry fila sans demander son reste. Et ne reviens pas. L'instant d'après, Molly glissait la tête dans l'entrebâillement de la porte, intriguée par ce tintamarre. Après qu'Adrien lui eut succinctement expliqué de quoi elle retournait, la cuisinière referma la porte en riant.